Bon, toujours est-il que j'avais choisi le foot, ou que le foot m'avait choisi, je ne sais plus trop, et que j'allais tout faire, pour atteindre mes rêves. Est-ce que tu sais twerker? Non. Est-ce que tu sais twerker? Non. Bonjour et bienvenue dans À défaut de twerker, le hors-série qui s'intéresse aux aspects historiques, sociologiques et politiques du foot féminin. À défaut de savoir twerker, mes invités savent jouer au foot et en parler. Mais avant d'écouter l'interview, je vous propose un petit point actu. Le mondial, les dernières infos. Il y aura quand même une Française sur le terrain pour la finale de la Coupe du Monde. Stéphanie Frappart arbitrera le match entre les États-Unis et les Pays-Bas. Elle a déjà officié pour 3 rencontres. Stéphanie Frappart est la seule femme arbitre centrale en Ligue 2. Elle évoluera en Ligue 1 la prochaine saison. Et même si les Bleus ne sont pas allés aussi loin que nous l'aurions voulu, cette Coupe du Monde en France est un immense succès. C'est le président de la FIFA qui l'affirme. C'est grâce à vous, grâce aux Français, que cette Coupe du Monde est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Gianni Infantino veut élargir le tournoi de 24 à 32 équipes pour la prochaine édition dans le but de donner un coup d'accélérateur à la présence des femmes dans le foot. Il faut voir encore plus grand s'enthousiasme le patron de la FIFA. Et 9 candidats sont en lice pour accueillir la prochaine édition. L'Australie, le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Japon, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande. Et pour rendre les clubs féminins encore plus visibles, Gianni Infantino veut aussi organiser une Coupe du Monde des clubs dès l'année prochaine et qui serait organisée chaque année. Plus de matchs, plus d'équipes et plus d'argent. Gianni Infantino promet que pour le Mondial 2023, la dotation doublera. Cette année, les équipes se sont partagées 30 millions de dollars, une différence abyssale avec les 400 millions pour les sélections masculines des Coupes du Monde. Et le président de la FIFA veut que son organisme porte à 1 milliard d'euros l'enveloppe consacrée au développement du football au féminin dans le monde. Le milliard, il est atteint. C'est le nombre de téléspectatrices et de téléspectateurs qui ont suivi les matchs depuis le début de la Coupe du Monde. On a aussi dépassé le million de billets vendus dans les stades. Et si on arrêtait de polémiquer sur le geste d'Alex Morgan dans la demi-finale contre l'Angleterre, la joueuse américaine a célébré son but en faisant mine de boire une tasse de thé, une mimique depuis très critiquée. Surprise par le buzz, Alex Morgan a rétorqué qu'il y avait 2 poids 2 mesures pour le sport féminin, comme si nous devions être humbles dans nos victoires, s'agace l'ancienne joueuse de l'OL. Quand les hommes célèbrent quelque chose, ils s'attrapent le sexe, donc à côté boire une tasse de thé. S'attraper le sexe, c'est ce qu'avaient fait Cristiano Ronaldo et Diego Simeone en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur de l'Atlético Madrid avait d'ailleurs écopé d'une amende de 20 000 € pour ce geste. Hello les petits potes, cette fois-ci c'est pas moi qui fais les réactions à chaud parce que je ne suis pas là ce week-end, enfin je ne suis pas là, je ne suis pas à Paris et je ne suis pas disponible pour regarder les matchs malheureusement, puisque je suis en Allemagne pour le mariage de mon frère. C'est donc Noémie qui va faire les réactions à chaud. Je lui laisse la parole. Bisous. Je m'appelle Noémie Marie-Jonge, je fabrique les podcasts So 80s et Parenthèses. Et aujourd'hui, dans 2 heures, je vais me rendre sur la fan zone de Lyon, place Bellecour, pour demander un peu aux gens ce qu'ils pensent du match. Moi, j'ai un rapport particulier au foot féminin, au foot joué par des femmes peut-être. Moi, je joue pas parce que je suis assez peu sportive, mais je suis le foot féminin depuis une vingtaine d'années, notamment le foot amateur, grâce à mes tantes et à ma cousine qui jouent dans des petits clubs en Isère. Et donc, j'ai beaucoup vu de matchs de foot féminin depuis les bancs et c'est un football que j'apprécie énormément de par sa composante aérienne. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de tête et beaucoup de rapidité et de vivacité et c'est ça qui me plaît énormément. Dans 2 heures, on se retrouve sur la place Bellecour au milieu de la fan zone où il y a donc beaucoup d'animations autour du foot depuis une semaine pour demander aux gens ce qu'ils en pensent et poursuivre avec eux le match. Là, je suis sur la fan zone de Lyon. Alors je pensais que le match allait être diffusé mais c'est pas le cas. Il y a surtout des animations autour du foot. Il y a pas mal de monde, il fait assez chaud. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un match en ce moment ? En ce moment, c'est pas la finale, petite finale. La finale, ouais. Vous avez un pronostic entre les Suédoises et les Anglaises ? Une préférence ? Alors, une préférence pour les Suédoises, mais je pense que les Anglaises vont les battre. Ah. Pour avoir vu USA-Angleterre en direct, elles ont tout donné les Anglaises. Ah, vous avez été sur le terrain ? Oui, on était. J'ai vu là les 2 demi-finales et je vais à la finale demain. D'accord. Wow. Et pour demain, vous avez un pronostic ?
J'espère vraiment que ça va être les Pays-Bas, mais ça va être dur. D'accord. Peut-être 2-2 et du tir au but après, mais je pense pas que ça va être facile pour les Pays-Bas. Vous savez qu'il y a un match en ce moment ? Oui, mais nous on est bretonnes, alors on est allés sur tous les matchs du Roissy Park. D'accord. Ah oui, donc vous en avez vu en live ? Ouais, bien sûr. On vient exclusivement pour la finale de demain. Et vous avez un pronostic ? Ouais. Victoire des States. Partirait sur combien en prono 3 les États-Unis. 3 pour les États-Unis. 3-2, ouais. Et donc du coup, vous pratiquez vous le foot ? Oui. Ah, vous avez une équipe ? Oui. On joue au niveau régional, en R1, en Bretagne. C'est notre passion. Ah, grave. Et donc du coup, l'ambiance sur le stade, c'est comment ? C'est génial. Super familial, convivial, plein d'encouragement, génial, au top. Ça chante, ça danse, tout le monde est dans l'ambiance. C'est top. C'est top, ouais. Ah ouais. Bon alors c'est principalement quand même le village des marques. Et donc il n'y a pas de diffusion du match, donc c'est un peu triste. Du coup je rentre chez moi pour pouvoir le voir. Pour cet épisode un peu spécial, je me suis rendue au Hasard Ludique pour participer à une rencontre débat animée par les dégommeuses sur la thématique footballeuses engagées. Elles avaient pour l'occasion invité Nicole Abar, Christine Aubert, Moya Dodd, Candice Prévost et Mélina Boetti. Étant donné que la rencontre débat a duré 2 heures, je vous propose une première partie aujourd'hui et une deuxième partie demain. Dans cette première partie, vous allez essentiellement écouter les invités parler de leur parcours, mais également des disparités entre foot côté masculin et foot côté féminin en termes de médiatisation, de moyens techniques, de moyens financiers, etc. Belle écoute. Donc, je m'appelle Cécile Chartrain et je suis coprésidente et cofondatrice des Dégommeuses. Donc, les Dégommeuses, c'est une équipe de foot qui lutte contre le sexisme, la lesbophobie et toutes les discriminations dans le milieu du football. On s'inscrit dans une approche féministe intersectionnelle. Donc en fait, ce soir, on avait envie de parler bien sûr du foot féminin. J'aime pas trop ce terme. Je sais pas tellement quelle expression autre utiliser, mais en tout cas de la place des femmes dans le foot et de la condition des femmes dans le foot. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu l'affiche de la Coupe du Monde. Donc on a une jeune femme qui ressemble à une Marianne avec une cocarde, qui a une espèce de ballon de foot sur la tête, mais surtout pas dans les pieds, qui ressemble pas trop à une footballeuse en action. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Voilà, une communication peut-être un peu stéréotypée à certains égards. Donc j'ai à ma gauche Nicole Abar. Je vais le faire de tête parce que je connais quand même un peu leur parcours. Nicole, qui est une ancienne joueuse de haut niveau, qui a eu 14 sélections, je crois, en équipe de France, hein, et puis qui a ensuite créé une association qui s'appelle Liberté aux joueuses et qui s'est engagée beaucoup autour des questions de mixité dans le foot et d'égalité entre les filles et les garçons. À côté de Nicole, nous avons donc Candice Prévost et Mélina Boetti, elle aussi ancienne footballeuse de haut niveau. Hein. Et donc Candice et Mélina ont fait un tour du monde récemment pour aller à la rencontre de femmes et de filles qui conçoivent le foot un peu autrement que comme un sport, en tout cas comme un outil d'émancipation. Et leur documentaire s'appelle Little Miss Soccer. Je vais passer à Christine Aubert. Donc Christine a joué au PSG. Elle a été joueuse, mais aussi arbitre, coach. Elle est présidente du club du FF ici. Christine, c'est aussi la personne qui m'a encouragée à monter une équipe qui est devenue les Dégommeuses. Et ça a été notre première entraîneuse. Je vais passer enfin à Moya Dodd. Moya nous vient d'Australie. Merci beaucoup, Moya. Je ne vais pas dire que tu as fait le chemin juste pour nous. Il y a quand même une actu autre. C'est chouette que tu sois là. Moya a été dans le board de la FIFA. Elle a été engagée aussi au sein de la fédération de foot australienne. C'est une ancienne joueuse de l'équipe d'Australie. Ce débat est enregistré par un podcast qui s'appelle À défaut de twerker. La référence, évidemment, à la cérémonie du Ballon d'Or est évidente. Donc Adèle est là. Et du coup, c'est chouette parce qu'on aura donc un enregistrement de bonne qualité de ce débat. Donc on pourra le retrouver, on le partagera certainement sur les réseaux sociaux ensuite. Ok, donc moi je voulais remercier Véronique Nozeda qui va assurer la traduction des propos de Moya, ainsi que Élise Ballet qui va diriger la discussion après les premières interventions. Donc on va laisser chacune des personnes se présenter. Hey, c'est Adèle. Je fais un petit aparté pour annoncer chaque invité qui va se présenter.
Vous allez d'abord entendre Christine Aubert. Oui, je suis présidente d'un club de football féminin. Mais avant tout ça, j'ai été joueuse. Avec une philosophie, quand j'ai dû arrêter de jouer, c'était de me dire que le football devait être ouvert à toutes. Donc de permettre à toutes de pouvoir s'exprimer autour du ballon, avec le ballon et sur ou en dehors du terrain. Donc j'ai toujours été un peu dans des circuits où il y avait personne, où les choses étaient vides d'histoire. Donc c'est comme ça que j'ai créé le football club Paris Arc-en-Ciel, par exemple en 97, pour les premiers Eurogames qui avaient lieu à Paris. Le football masculin, féminin, mixte n'existait pas, n'était pas représenté dans la communauté LGBT. Donc, pour le coup, j'ai accepté de monter cette association et puis de faire en sorte qu'elle continue d'exister. Donc aujourd'hui, on en est à sa 20e année et je prône la mixité à fond. Donc c'est un peu c'est un peu mon ouverture. Donc, il y a une section masculine, féminine, et puis aujourd'hui, elle s'éclate, il s'éclate. Puis j'ai été aussi sur du football féminin en entreprise, l'histoire. Alors que le foot, à la base, est venu par le monde corpo, de ce qu'on m'a dit. Donc, je me disais, tiens, c'est bizarre. Et puis alors, c'est vrai qu'à Issy-les-Moulineaux, on a un bassin d'entreprises et de sièges, notamment. Je m'étais dit, peut-être qu'en organisant quelque chose, je vais avoir plein de sponsors, de mécènes et tout. Et je me suis lancée dans une aventure, mais alors c'était très complexe. C'est-à-dire qu'en 6 mois, j'ai dû appeler toutes les entreprises, 72 en tout. Je m'en souviens tellement c'était un labeur énorme. Et puis finalement, mais des femmes, des hommes me répondaient que... Alors, là où j'étais plus surprise, c'est les femmes qui me disaient non, ça va pas les intéresser, on va laisser de côté, on fera pas votre tournoi. Donc bon, à partir de cela, on a eu une dizaine d'équipes et pour pérenniser cette histoire, j'ai proposé à la Fédération française des sports d'entreprise de créer un critérium, un championnat que je suis toujours bénévolement. Et aujourd'hui, on a 14 équipes, dont les dégommeuses, Rosa Bonheur, Natixis, OCDE, enfin des grandes entreprises qui participent. Et enfin, les femmes peuvent s'exprimer sur le terrain à 7, une fois par semaine. Vous allez maintenant entendre Candice Prévost. Tellement de sujets qu'on a envie d'aborder. On est toujours noyé par les sujets, le patriarcat, tous ces sujets qui fâchent sur la féminité. Souvent, on a des sujets. J'ai envie de commencer par, en tant que ex-joueuse, je n'avais pas cette conscience-là quand je courais derrière le ballon. Pour moi, je ne réfléchissais à rien d'autre que courir derrière mon ballon et je n'étais que focus là-dessus. Et c'est un problème de ne pas responsabiliser la joueuse et de ne pas éduquer la joueuse à, en gros, avoir une connaissance du milieu et des décisions qui sont prises dans le football. On est complètement exclu de ça. Je pense que ma conscience s'est un petit peu enrichie et agrandie grâce à l'aventure Little Miss Soccer, parce que finalement j'ai réfléchi par rapport à mon passé, à mon histoire, et même en tant que jeune fille, quand je courais derrière un ballon et que finalement fille de père qui était un enfant d'agriculteur et une mère qui était immigrée espagnole, ouvrier, le patriarcat fait partie complètement intégrante de ma vie finalement, de mon éducation que je suis en train de déconstruire. Parce que c'est difficile. Et parce qu'après jouer au football, j'ai essayé de rentrer dans les instances dirigeantes de la Fédération française de football. Et le silence est toujours symbolique, mais franchement, c'est très difficile. Parce que c'est pas une motivation de faire rentrer des femmes dans l'institution. Et à partir du moment où j'étais visible grâce à Eurosport, ils se sont tout de suite dit, elle est visible, elle est pas trop mal, elle passe à la télé forcément, et du coup, voilà, on y va parce que il faut aller vite, il fallait vite choisir quelqu'un. Donc j'ai essayé de demander de l'aide et d'essayer de comprendre un petit peu quelle était la mission à la Ligue de foot amateur. Et j'ai pas reçu d'indication sur ces missions-là et j'étais très en difficulté. C'est maintenant Mélina Boetti qui prend le micro. Le parcours, pareil, je vais partir de la joueuse que j'étais, qui n'était pas du tout l'équivalent de Candice, pas au niveau du talent, mais au niveau de la représentation sur les terrains, parce qu'en réalité, moi je viens de la ruralité, je viens d'un petit village des Alpes de Haute-Provence.
de 800 habitants, un village où il n'y a pas de filles. Si, il y a eu une fille à chaque génération qui a investi le terrain des hommes, des garçons. Dit des garçons, j'entends. Et en réalité, je me suis rendu compte avec l'aventure Little Miss Soccer, en me questionnant, même si j'ai forgé, je pense, ma conscience dans cette frustration, mais je l'avais jamais identifiée comme telle. À partir du moment où j'ai réalisé, en me racontant mon histoire, parce qu'il fallait un peu se raconter dans le documentaire pour se présenter, qu'en fait, je jouais 5 minutes quand j'étais dans le club avec les garçons. L'entraîneur me faisait jouer 5 minutes à la fin du match pour justifier la licence que payaient mes parents et les 80 francs qu'ils donnaient pour le bus pour parcourir le département du 04. Donc du coup, j'avais 5 minutes de jeu et un Royal Cheese à la fin, puisque c'était le kiff des petits gars d'aller au McDo. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, quand j'ai commencé à jouer à haut niveau, donc au Celtic Marseille, parce que je faisais mes études à Marseille, je me suis dit, en fait, ouais, j'ai jamais joué à 11, c'est normal que je ne sache pas jouer au football institutionnel, puisque j'ai fait 7 ans de foot, pourtant en ayant une licence FFF, en étant labellisée, et j'ai pas touché canette en fait. donc voilà, donc j'ai réalisé un petit peu l'impact que ça avait, et ça m'a permis de déguiser cette conscience dont parlait politique, qui est clairement politique, dont parlait Candice. Et à travers Little Miss Soccer, on s'est réconcilié en fait. D'une façon, on s'est réconcilié avec ses frustrations. Candice ne pas avoir pu dire un mot parce qu'elle était dans la bulle du professionnalisme, et moi de ne pas avoir pu dire un mot parce que j'étais la dernière des Mohicans filles à jouer avec les garçons. On a 2 parcours différents, mais on se retrouve enfin sur le terrain du combat, sur le rectangle vert en direction du but, parce que c'est un but, c'est un droit au but pour tout le monde de pouvoir jouer au foot. Et donc Little Miss Soccer est là pour nous réconcilier et pour embarquer tout le monde, tous et toutes, dans l'aventure, et que le chemin soit commun aux hommes et aux femmes, et qu'on convienne enfin, qu'on acte tous ensemble que le football est maintenant vraiment universel, puisque la moitié de l'humanité, à savoir les femmes, y jouent et ont le droit d'y jouer et sont visibles. C'est ensuite Nicolas Barre qui s'exprime. Je vais commencer par ce que je dis le plus souvent à la fin. Je ne sais pas s'il y a une autre vie. Il paraît que oui, il y a des gens qui croient. Mais si j'ai la chance d'en avoir une autre, et qu'on me demande, Nicole, qu'est-ce que tu veux recommencer dans ta vie? Vous voyez, j'ai des frissons. Je recommence à jouer au football. Voilà. Pour moi, le football, ça a été ma surface de réparation. Parce que quand j'étais petite, je suis d'origine étrangère, mes parents sont étrangers, algériens, italiens. Là, j'ai connu le papa algérien, la maman italienne, 2 stéréotypes qui se complémentent dans la situation des filles, la situation des garçons, et j'avais des frères. Donc j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui était très différent entre les filles et les garçons. Mais j'ai surtout vécu aussi le racisme. Et donc du coup, j'étais une petite fille extrêmement timide, renfermée, et un jour, on me demande de jouer au foot. Et la petite fille qui disait jamais rien, qui se cachait presque parce qu'elle en avait marre de se prendre des réflexions, est rentrée sur le terrain de foot sans savoir, parce qu'en fait, elle savait pas jouer. Et il s'est trouvé qu'elle était douée. Message que je passe partout où je vais. Arrêtons d'avoir peur d'aller là où on n'est pas capable, où on ne se sent pas capable, pas compétent. Osons aller à la découverte, surprenons-nous, donnons-nous la chance de nous épater, quoi. Et ben moi, je me suis scotchée. Ça a changé ma vie parce que d'un seul coup, j'étais capable de marquer tous les buts. Tous les garçons voulaient jouer avec moi. J'étais choisie la première alors qu'à l'école, je continuais d'être dans mon coin. J'étais visible, j'avais un terrain de foot extraordinaire alors qu'à l'école, j'étais dans mon coin. Et en même temps, je me rendais compte que le fait que je sois une fille par rapport à des garçons, puisque je les aidais à gagner, ils s'en foutaient. D'un seul coup. Alors qu'à la maison, les garçons, c'était les garçons, et les filles, c'était les filles. Voilà. Donc, le football, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et comme j'ai eu de la chance de le pratiquer à un très, très haut niveau, je sais pas, toucher un ballon, faire un contrôle orienté, sentir une trajectoire, amortir un ballon, partager une action avec les autres, être sur le terrain en situation de dire là, elle va donner le ballon là, donc du coup, finalement, je vais aller là, puis finalement, elle ne donne pas là, mais je vais aller là. Cette génialité de l'action où vous êtes tellement dedans que si on vous demande comment vous appelez, vous dites que vous avez parlé, vous me demandez quelque chose, je ne sais pas, parce que on devient football, vraiment. Quand on est sur ce terrain, on devient football. Voilà. Surface de réparation pour moi, le football.
Et pour terminer et échanger avec tout le monde, je voudrais juste rajouter que la petite fille qui était sur le terrain de foot, elle parlait pas. Tout le monde dit capitaine de l'équipe de France. Ça va pas, non? Je parlais jamais. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je parlais pas. J'étais toujours dans mon coin, dans ma tête. J'étais en vie que sur le terrain avec le ballon. Et mon cerveau fonctionnait avec le ballon. Mais le reste, mon émotion, ma personnalité s'exprimait pas. Et puis, un jour, je me suis retrouvée dans un club de foot où on a dit à des filles, clairement, vous avez plus votre place ici, vous êtes virées, et vous vous débrouillez, mais à partir de septembre, vous n'avez plus le droit de mettre les pieds dans le club. Moi, j'avais fait toute ma carrière, je me centrais sur mon parcours professionnel, et j'ai regardé des petits bouts de choux que j'avais dans mon club, puisque j'étais responsable de technique de ce club, et j'ai vu des petites filles de 5-6 ans, et je les ai regardées, j'ai dit, Nicole, si tu fais rien, ces petites filles comme toi, toute leur vie, elles vont croire, parce que moi c'était le racisme, et je crois encore, hein, même si je fais plein de choses, elles vont croire qu'elles ne méritent pas d'attention, qu'elles ne méritent pas qu'on s'occupe d'elles, et tu peux pas laisser faire ça. Toi, on te l'a fait, t'as fermé ton capuchon, t'as subi, mais ne leur laisse pas faire subir ça à ces petites filles. Et du coup, de la silencieuse, de mon coin là-bas, paf, je commence à prendre la parole, je commence à parler. 25 ans après, j'y suis encore, mais ça a encore une fois changé ma vie. Voilà, donc aujourd'hui, autant j'ai pas été visible et reconnue quand j'étais footballeuse, ce qui m'a pas empêché d'être très heureuse. Aujourd'hui, j'ai des stades à mon nom, on me donne la Légion d'honneur, et jeudi soir, je serai au G7 avec tous les ministres du travail du G7, et je vais présenter le baby-foot et parler de l'insertion professionnelle, de l'accès des femmes aux postes de responsabilité, moi. Et je terminerai en vous disant que je ne suis pas féminine, je l'assume, j'ai toujours décidé d'être moi, partout. Voilà, je ne fais aucune concession, mon naturel, ma spontanéité. Vous m'aimez, vous m'appréciez, je vous donne de la curiosité, de l'envie de m'approcher, ben allez-y, mais la séduction, c'est pas pour moi. Voilà, je veux que vous me regardiez pour ce que je suis et non pas pour ce que je représente. Et enfin, très certainement aussi, vous faire partager que dans ce parcours-là, ma préoccupation, c'est toujours quand même le point de départ, le sourire des enfants. Et je me préoccupe des sourires des garçons et du sourire des filles. Et que c'est ensemble qu'on peut changer la société dans la joie, le bonheur et l'enthousiasme. Voilà. C'est Moya Dodd qui conclut cette phase de présentation. Je m'appelle Moya, je suis australienne. Je parle le français un petit peu. Je comprends le français un petit peu. Je suis désolée. I will speak in English and they will translate for me and also your questions. I was a football player in Australia and enjoyed many of the experiences that all of you others enjoyed in playing. But of course, this was in an era when women's football was the very, very poor relation. So we paid all of our own airfares. Every time you were chosen to play in a team, you had to check your bank account to see if you could say yes. Alors, donc Moya, je sais pas si... Moya était aussi joueuse en Australie. Elle a partagé un peu les expériences que les autres ont racontées ici. Mais c'était une époque où le football féminin était vraiment le parent pauvre du foot. Donc il fallait carrément presque regarder son propre compte en banque avant de jouer pour savoir si on avait encore des sous pour pouvoir faire des petites dépenses et pour pouvoir du coup jouer ensemble avec les autres. I was very lucky to play in the first FIFA tournament for women, which was only in 1988. Alors, elle a joué au premier tournoi de la FIFA. Tenez-vous fort, ça a été en 1988. Donc, c'est vraiment très récent. Of course, we know that women's football began at least 100 years ago, but it was banned, it was stopped because the doctors said we wouldn't be able to have babies, or the politicians said that it was a dangerous precedent, and the Football Federation said that it was unsuitable for women to play. Also, at this time, when the modern Olympics were formed, Pierre de Coubertin said that women should not participate in the Olympics. So ours is a history of recovering from 100 years ago being completely excluded from the game. Pourtant, le foot féminin existe depuis 100 ans. Mais il a été banni par les médecins qui disaient que les femmes ne pourraient plus être fertiles s'ils jouaient au foot, par les fédérations qui disaient que le foot n'était pas un sport adapté aux femmes. Donc même Pierre de Coubertin, donc inventeur des Olympiades modernes et grande misogyne, ça c'est moi qui le rajoute, a dit qu'effectivement les Jeux Olympiques étaient pas adaptés pour les femmes. Donc c'est l'histoire du foot féminin, c'est une histoire de
comment dire, de convalescence. On a dû vraiment se rattraper vis-à-vis de cette histoire d'hostilité contre les femmes dans le sport. After I finished playing, much later, I had the opportunity to join the board of the federation in Australia, and from there I also joined the board of the Confederation of Asia, because they created some quota positions for women. Donc, après que j'ai terminé de jouer, j'ai eu la chance de rentrer dans la fédération australienne et ensuite dans la confédération asiatique, qui avait des quotas de femmes. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est un sujet important, je pense. And because of that, I had the opportunity to see inside the institutions that govern football and to see how the decisions are made. Donc c'était vraiment une fenêtre de l'intérieur. J'ai pu vraiment voir comment les institutions du foot fonctionnaient de l'intérieur. And the first thing you notice is an extreme gender imbalance, not only on the boards but also on the Congress members who elect them. Tomorrow there will be a FIFA Congress in Paris, and of 211 countries, 2 or 3 will have a female president, and of course it's the president who decides the vote. So we're talking 1%. Alors, la première chose qui m'a frappée, c'était de voir le déséquilibre entre femmes et hommes, qui est énorme, à la fois au sein des comités directeurs, mais à la fois au sein des assemblées, qui donc devraient ratisser plus large. Demain, il y a un congrès de la FIFA qui réunit combien de 111 pays, 211 pays, et il n'y aura que 3 femmes représentées dans ce congrès de 211. Ou 1%. And this also led to the extreme neglect of women's football, because it was simply not regarded as important for most of the 100 and or so years of FIFA's existence. Donc évidemment, ça a eu des conséquences sur la manière dont on a considéré le foot féminin, qui était considéré comme qu'on pouvait négliger finalement. It also led to the conditions for corruption to flourish, which means a closed group with limited oversight and accountability only to a small group of members. Cela a aussi eu comme conséquence l'essor d'une grande corruption. Il y avait un petit groupe de personnes qui avaient beaucoup de pouvoir et qui n'avaient pas de contrôle. En gros, il n'était pas du tout contrôlé. Ils ne devaient pas rendre des comptes. Et ça a permis justement la corruption qu'on connaît. So while I was on the FIFA board, the hotel was raided. I was there when the hotel was raided, both times, and people were arrested. The people who were arrested the second time were people who'd replaced those who were arrested the first time. So I understood that you have to change the system. You can't just change the people, because the others who replace them will be exactly the same. Donc elle dit que les 2 fois où il y a eu des arrestations, elle était là où les arrestations, donc dans des hôtels qui hébergeaient donc effectivement ces comités de la FIFA. Donc elle était là 2 fois. La deuxième fois, les personnes qui ont été arrêtées étaient ceux qui avaient remplacé ceux qui avaient été arrêtés la première fois. C'est pour dire que finalement, il ne suffit pas de changer de personnes et d'individus, mais il faut vraiment changer le système. So the position I see now is, first of all, a profound difference between the men's game and the women's game at almost every level. We see some arguments about prize money or about business class flights or particular items which make a headline, but actually the differences from the whole pyramid, throughout the whole pyramid, are profound. And we, as women in football, are conducting a most complex and difficult negotiation in the surrender of power that will lead to our game being able to flourish.
Donc, Moya nous dit que les inégalités sont à tous les niveaux de la pyramide. Alors, l'actualité nous fait parfois mettre le focus sur, parle des tickets de billets d'avion, donc où en gros, les garçons sont en business et les filles sont en economy class. Des épisodes comme ça, mais elle dit, mais finalement, à chaque étage de cette pyramide, il y a vraiment des inégalités structurelles entre ce que c'est le monde du football féminin et le monde du football masculin. Et du coup, la question que j'aurais, c'est, selon vous, quels seraient les chantiers pour l'année à venir, voire les quelques années à venir, et chacune à votre niveau, quelles seraient les meilleures méthodes à employer pour faire avancer les choses? Moi, je résume tout ça sur le fait qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Alors, au plus haut niveau, dans les strates, dans les municipalités, les intercos, dans les fédés, au niveau de l'État. Alors après, moi, je suis pas une politique. Je vois les difficultés que je peux avoir, moi, en tant que club uniquement féminin dans une commune, dans une intercommune, dans un département où on est le niveau le plus élevé de tous les clubs, masculins, féminins confondus, et où en D1, on s'entraînait sur un demi-terrain, et où aujourd'hui, il faut continuer de se battre pour exister et surtout développer le club. Savoir que aujourd'hui, j'ai 250 licenciés dans le club, mais si je veux en avoir plus, j'ai pas de créneau. Et en même temps, on est dans une phase de développement de la pratique. Et donc, à la base, alors on peut me tenir tous les beaux discours, mais comme j'explique, c'est comment faire, parce que finalement, on a une politique de l'État, des fédés qui nous disent développons le foot et la pratique au féminin, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je suis dans l'impossibilité. Alors, je vais le résumer pour les novices, mais on arrive après des décennies d'installation de sport masculin, quel qu'il soit, parce qu'on est dans le foot, mais dans le sport en général. Mais c'est vrai que le foot, c'est un sport populaire et on arrive après la bataille. Donc l'idée c'est est-ce qu'on fusionne avec un autre club, mais encore faut-il qu'il y ait une vraie volonté politique, parce que fusionner évidemment ça donne plus de force, mais après on peut se dire que la volonté politique du club sera pas forcément pérenne de développer le sport au féminin et le foot au féminin notamment. Qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui dans les municipalités, là où je parle de politique, c'est qu'il faudrait qu'on puisse revoir un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fonctionne en masse, hein, c'est-à-dire qu'on va donner plus de créneaux à un club parce qu'il a plus de licenciés. Or, dans le sport féminin, on n'aura jamais la masse, en tous les cas, dans une entité pour avoir autant de créneaux possibles. Alors, moi, j'ai 250 licenciés, j'ai un autre club à côté, il en a 1000. Et il fait de la masse. La qualité, c'est pas ce qu'il y a de plus important, on fait de la quantité. Et à partir de là, on peut avoir une accession aux créneaux plus simple. Et je pense que c'est ce business-là qui va pas du tout. En tous les cas, ces décisions politiques qui ne vont pas. C'est-à-dire qu'on est au plus haut niveau, on nous donne pas les moyens aujourd'hui d'évoluer dans l'élite. Je crois qu'on fait partie des gens qui faisons des choses. Little Miss Soccer, c'est pas encore sorti. Je suis pressée que ça sorte parce que justement, c'est l'histoire de fédérer un peu le monde du foot et d'essayer de se décentrer un peu de ce rectangle vert et d'essayer justement d'aller accrocher le foot à des histoires et à des histoires plutôt sociétales. Et je pense que finalement, accrocher le foot joué par des femmes à des histoires qui vont être qui vont toucher le cœur, comme tu dis souvent, et qui vont parler à une jeune fille de 4 ans, à une grand-mère de 85 ans, je suis sûre que ça va être impactant pour la société et pour la société civile. Parce que finalement, on est dans un espèce de microcosme très resserré sur du sport, sur du football, et qui est ancestralement et traditionnellement géré par les hommes. Il faut faire la révolution, quoi. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à s'associer. Et je crois que j'étais pas consciente de ça, encore une fois, quand j'étais joueuse. Et je crois qu'elles ne le sont pas encore, parce qu'elles ont peur. C'est encore très instable, la pratique des femmes regardez, on les sort du château. Elles jouent la Coupe du Monde à 3 jours, 4 jours, et on les sort du château. Et en plus, on est obligé de parler et de dire mais non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais basta, il faut arrêter, franchement. Ouais. Non, mais c'est l'idée, tu parles de politique, effectivement, c'est l'idée d'un modèle de société, ça nous dépasse. De toute façon, on est des pions, voilà, on est des pions pour les instances, on est des pions pour ceux qui gouvernent, mais en revanche, ensemble, on devient fort. Et le football, il est miroir exponentiel de la société. Quand il est joué
par des femmes sur le terrain, chasse gardée des hommes, ça devient un boomerang. Ça veut dire que en Argentine, on a rencontré une joueuse qui nous a dit quand les femmes jouent au foot, les hommes se sentent menacés. La phrase, elle veut tout dire. C'est-à-dire que la puissance qu'on a en jouant au foot, le discours, il va traverser les générations et il va traverser tous les filtres politiques qu'on ne peut pas toucher quand, quand juste en votant ou en revendiquant, on peut déjà faire réfléchir, ce qui est bien. Et après, on en arrive au moment où il y a le cœur. Et là, on arrive à l'aube d'une compétition quand même qui nous regroupe, en tout cas ce qui va se passer sur le terrain. Et je pense que ce qu'elles vont montrer, déjà d'être là, de se rendre visible, pas seulement médiatiquement, parce que en France on nous dit oui maintenant on les voit à la télé. Non, là elles vont être là, sous nos yeux, dans les stades. Et c'est un grand pas que les actrices françaises, donc les joueuses, les 22, doivent prendre conscience qu'il y a un enjeu sur le terrain, mais pas que. Et c'est à elles de nous embarquer dans leur aventure sportive, mais dans leur aventure humaine. Et c'est pour ça que Cécile évoquait en début de meeting, je sais pas comment on dit, de speech, je sais pas, elle évoquait l'interview d'Amandine Henry, ou les réponses en tout cas données à des questions ultra old school, ultra réac, de journalistes qui sont encore, on a l'impression que ce sont les pionnières rémoises des années 70, quoi, qui leur répondent, et les journalistes, et ils ont 100 ans, quoi. Soit on dit une fille ne peut pas jouer au foot, soit on vous dit que vous êtes un garçon manqué, et vous écrivez dans le livre que cette expression vous l'aimez pas, garçon manqué. Bah non, je l'aime pas du tout, parce que avant d'être footballeuse, on est quand même des femmes, on est assez coquettes, je pense que on le montre. Et c'est vrai que vous êtes maquillée, boucle d'oreilles. Oui, on est tout d'abord des femmes. Je pense que c'est important de le garder. C'est une force, même. Je suis super contente d'être une femme. Donc c'est comme ça qu'il faut, le message il passera par elle, il passera aussi par des projets comme le nôtre, mais c'est de l'éducation, c'est d'éduquer les petites filles et les petits garçons qui seront la prochaine génération de décideurs à faire la loi et à s'imposer ensemble. Ça fait un formidable lien avec les ABC de l'égalité. Moi, je me suis pris pour Super Wonder Woman. Je vais mélanger plein d'héroïnes, là c'est pas grave, j'ai le droit. J'ai fait un procès pour discrimination contre un club de football. C'est une jurisprudence française et européenne. Je crois, je suis la seule en France, peut-être même en Europe, à avoir osé avec des parents porter plainte contre un club de football qui avait évincé donc tous les enfants, toutes les petites filles et toutes les licenciés. Et puis au tribunal, j'ai regardé un président de club qui avait 45 ans à l'époque, était un cadre sup dans un grand groupe, donc c'était pas un papy de 90 balais. Et ce qui s'était passé, l'histoire originale. En fait, c'est simple, hein, les filles, elles étaient dans le club depuis 18 ans. Moi, j'y arrive en fin de carrière parce que j'habite à Sceaux, juste à côté. Sceaux-Pey-sur-Inçon, c'est les Hauts-de-Seine, le sud des Hauts-de-Seine. Et elles veulent monter en 2e division. Donc, elles sont en DH, elles veulent monter en 2e division. Elles lèvent le doigt, toujours très gentiment. Les filles, vous savez, on est bien élevés, nous. Hein. Gentiment, monsieur le président, est-ce qu'on pourrait envisager de faire un projet pour monter en 2e division? Déjà, on sent que c'est un peu sur le recul. Et ils nous répondent, a priori, non, mais si vous trouvez de l'argent, pourquoi pas? Vous avez déjà vu un président de club demander aux garçons d'aller chercher des sponsors pour pouvoir monter d'une division supérieure, vous? Non. Bon, on l'a fait. On est gentils, nous. Hein. On se tait, on le fait. On trouve un petit peu d'argent et on revient. On leur dit, on a trouvé un petit peu de sous. Donc, est-ce que maintenant, on dirait des gosses, hein, j'ai l'impression d'être un gosse qui a fait très bien son devoir. Est-ce qu'on peut porter notre projet au sein du club? Et là, ils ont fait une assemblée générale. Ils ont fait voter des tas de gens qui n'étaient pas là, et ils avaient mis à l'ordre du jour l'éviction des équipes féminines du club. Toutes les équipes féminines. Toutes. Donc à minuit et demi, on n'avait plus le droit de citer dans ce club. Nous, on n'avait jamais cassé de vestiaire, jamais agressé d'arbitre. On se comportait toujours très bien, ce qui n'était pas le cas des garçons dans le club. Et c'était nous qu'on mettait à la porte. Mais j'avais senti le coup, et j'ai fait venir avec moi un avocat et un huissier pour constater, reprendre les votes, parce que je savais que derrière, moi, j'avais l'envie de me battre. Voilà. Je ne l'aurais pas fait si les parents des enfants ne m'avaient pas dit « on te suit Nicole » parce que, je vous l'ai dit, moi je suis encore toujours un peu dans mon coin et c'est pas mon genre de me mettre en avant comme ça. Mais pour les enfants, je l'ai fait et les parents ont dit « Nicole, on est d'accord, on veut porter plainte ». Et du coup, on a fait ce procès. Ça m'a valu d'être insultée publiquement par un maire dans un conseil municipal. Et j'ai été obligée de faire un procès contre ce maire qui est au Plessis-Robinson toujours, parce que j'avais un rôle de porte-parole, hein.
Voilà, tout simplement parce que voilà, je me découvrais cette responsabilité. Il s'est attaqué à moi personnellement. Ce monsieur, il a une écharpe bleu, blanc, rouge. Il siège dans un conseil municipal. Il représente notre République avec nos valeurs, avec nos textes, avec notre contexte juridique. Et il s'est permis de m'insulter personnellement devant 45 personnes et 44, une quarantaine ont ri. Vous voyez ? Quarantaine de personnes ont ri face à une injure publique vraiment de niveau 0 dans un conseil municipal. Donc en fait, quand j'ai regardé ce président au tribunal, en train d'expliquer au juge pourquoi il avait fait ci, pourquoi il avait fait ça, je le regardais. Et en fait, il y a un très beau costume marron avec une chemise bleue, c'est con ce que je vous dis, mais ça m'a marqué pour vous dire, ça fait plus de 20 ans. Hein. Et il était là, et je me suis rendu compte en l'observant qu'il ne comprenait pas pourquoi il était là. Il n'arrivait pas à comprendre qu'il avait fait quelque chose de pas bien en faisant l'éviction des équipes féminines. Et là, j'ai réalisé que lui comme nous, on était tous dans des stéréotypes éducationnels, quoi. Que nous, tous, on est construits sur des concepts, sur des principes, sur des cultures, et que de manière inconsciente, on les reproduit, et on fait de la différence sexuée via les stéréotypes la norme. C'est-à-dire que c'est la différence et l'injustice qui devient la base pour tous. Et donc, du coup, personne ne s'insurge et personne ne se révolte. Et derrière tout ça, là, c'est de l'inconscient. Et derrière tout ça, on y met une éducation qui renforce tous ces concepts et qui font en sorte que les filles, on se tait, on se révolte pas. Les garçons, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils courent partout, tout ça. Et là, je vous disais Superwoman, Catwoman, je sais pas laquelle, et Wonder Woman. Allez, je prends les trois. Eh bien, en fait, j'ai réalisé au tribunal et je me suis dit, Nicole, en fait, arrête d'être en colère, parce que je l'étais. J'étais en colère. Arrête d'être en colère parce qu'en fait, les filles et les garçons, nous sommes tous victimes de cette éducation et de ces stéréotypes. Et du coup, la question que je me suis posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants mettent leur énergie à se construire, à s'épanouir, à être vivants, dynamiques, généreux, créatifs, en fait, qui fassent exploser le monde de beauté et d'intelligence, au lieu de se battre pour être une fille, pour être un garçon. Et en fait, j'ai dit, il faut aller éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Et moi, j'ai pris les 4-6 ans. J'ai pris les tout petits parce que j'appelle ça un peu mou, ils sont tendres. Les 4-6 ans, vous pouvez leur faire passer des messages, ils vous interpellent comme ça, ils vous répondent. Et puis, ils réfléchissent, et puis ils raisonnent, et ils répondent. Et ils avancent. Et on ne sait pas si ça fonctionne sur le long terme, mais moi, je pense que si. S'ils ont traversé quelque part dans leur parcours quelqu'un ou une situation qui leur ont permis de s'interroger avant que tu arrêtes de jouer au football sur la façon de vivre dans une société, eh bien, on va à la racine du mal pour répondre à la question qui était posée. Et les ABC d'égalité, c'était Najat Vallaud-Belkacem, Vincent Payon, 10 académies, 600 classes. C'était mon rêve. Moi, ma petite association, je faisais 10 claés par an. Et là, j'avais un public énorme et un potentiel donc extraordinaire pour changer durablement et profondément la société, mais dans la masse, sur des générations. Au-delà de tout ce qu'on a pu décrire et qui est vrai, et de tous les combats qu'on doit mener, nous toutes et tous, là, chacun où nous sommes, le fond du problème, c'est l'éducation des tout-petits, des filles et des garçons, et c'est eux qui vont changer le monde. Moi, j'en suis sincèrement convaincue. I think the one thing that is the most important is respect. Because if we were to be given respect, then it would be possible to be elected into senior positions and decision-making roles. If we were to be given respect, it would be possible for women to be coaches, not only of women's teams, which is difficult enough, but also of men's teams. If we were to be given to respect, then we wouldn't see situations in the world, such as in Iran, where women are not allowed to enter the stadiums at all. Alors Moya dit, pour moi la chose la plus importante, c'est le respect, parce que si nous étions respectés, nous pourrions atteindre des positions seniors, des positions dirigentielles dans de grandes fédérations. Si nous étions respectés, nous pourrions être coach d'équipe, alors d'équipe féminine, bien sûr, mais aussi d'équipe masculine. Si nous étions respectés, on ne rencontrerait pas des situations comme celle qui se produit aujourd'hui en Iran, où les femmes ne peuvent même pas mettre le pied au stade. I think because of the normalised lack of respect shown to women in football, everything that we have is miniaturised. We have a miniature budget, we have miniature use of the fields, and we are supposed to be happy with this.
Alors, on est tellement, ce manque de respect est tellement structurel que tout est en miniature pour les femmes. C'est-à-dire, les budgets sont en miniature, les espaces sportifs sont en miniature, et nous devons être contentes avec ça. Nous devons nous contenter. Je rajoute juste quelque chose. It's not Tuesday saying this, but we are really seeing this in France today. Ça, c'est un commentaire personnel. Je trouve que vraiment aujourd'hui, on rencontre ça avec l'équipe de France, où on voit bien que c'est un moment de presque de gloire, et c'est super, et c'est génial. Mais il faut pas faire de vagues, il faut pas faire de bruit. Il faut complètement se contenter de ce qu'on a, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Well, because of this miniaturization of our game, everything the effort is smaller. So what I would like to see equality of outcomes. I would like to see equality of pay and attendances and marketing spend. Of course, I would love to see those things, but I understand this can't happen in one step. So what I would like to see is equality of effort. I would like to see as much effort be put into commercialising the women's team as we commercialise the men's team, or to starting a new women's competition as we see starting a new men's competition. And if you look at the way that resources are spent inside a club or a federation or inside FIFA, you will find so many people working on men's football because, of course, it's big, and many fewer people working on women's football, which is what keeps it small. Alors, du fait que tout ça est miniaturisé, les effets sont miniaturisés aussi. Et donc, Moya nous dit, évidemment, j'aimerais avoir des résultats, comme effectivement le fait que les garçons et filles gagnent la même chose, etc. Mais ce que j'aimerais surtout, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est le même effort mis pour soutenir les équipes féminines, pour soutenir le football féminin. Donc, c'est vraiment au niveau de l'effort qu'on voit bien qu'il y a une énorme différence entre football masculin et football féminin. Voilà, c'est la fin de la partie 1 de cet épisode. Vous pourrez écouter la suite du débat dès demain. Dernier épisode qui signera la fin de cette super Coupe du Monde, mais aussi la fin de ces discussions enrichissantes. À défaut de twerker est un hors-série du podcast L'Olympiade Femelle, qui s'intéresse au féminisme au pluriel et au sport au pluriel. Je remercie l'équipe de Podcut, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Bisous!